et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Espace Radio Espace et Espace TV. Les Informés, c'est jusqu'à 17h, heure de Conakry. Vous êtes nombreux à nous suivre quand il est 15h, heure de Conakry. Merci de nous préférer. Bonne arrivée. Si vous nous suivez du côté de Douala Djabia, c'est dans Bokeh. Vous êtes sur Radio Espace, Espace TV, Les Informés. Bonne arrivée à vous, Chiplo. Merci et bonne arrivée. Merci à tout le monde. Bonsoir à vous, Alphonse Mara. Bonsoir, Madjou. Mais pourquoi cette voix très basse? Je suis un peu fatigué. Fatigué de quoi? Je suis un peu malade. Le week-end a été long. Non, je suis un peu malade. Meilleure santé à toi. Merci. Moi, je sais que tu n'es pas malade. Amadoussou, bonne arrivée, bonsoir. Merci Tcherno, comment vous allez? Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah. Le merci de Amadou, c'était pas pour te dire merci, hein. C'était pour dire que tu as dit que tu ne crois pas à ma maladie. Non, pas du tout. Moi, tu peux être moi je sais que mon week-end c'était fitness le matin, c'est-à-dire la lessive, tu vois, et puis après mariage et puis fitness en vrai. Mais présent seulement, ça suffisait. Déjà, vous êtes en bonne santé. Félix Milimono, bonne arrivée. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. À la régie, c'est Kadi Touré, alias Sokra Kamara, Jean-Marie Dembadouno, Lamine Sidibé, Alassane Bari, Nalaï Sidibé, Poutine Silla, avec une réalisation ici à la radio. Abdul Gadri Dramé, merci de nous préférer sur Espace. Les taxis motos victimes, les motos-taxis victimes d'arnaque à ciel ouvert à Anko 5 par des agents de la police routière. D'ailleurs, ce n'est pas le seul carrefour. Dieu seul sait combien ces gens-là font l'apologie de la richesse. Plusieurs citoyens se plaignent de la lenteur dans l'obtention des poches de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine de Donka. Que se passe-t-il dans ce centre? Pourquoi les multiples plaintes des citoyens? Les Informés vous aideront à mieux comprendre avec Boubacar Bari, reporter à Radio Espace. La préfecture de Gawal fait face à une exploitation à ciel ouvert de l'or depuis plusieurs mois. Le couvert végétal se dégrade tous les jours. Quelles sont les conséquences de cette exploitation sur l'environnement? Les Informés s'interrogent. Nous irons à Gawal retrouver Moustapha Gawalsou, leader, acteur de la société civile. Et puis dans les conditions normales, nous serons également avec le maire de Kousitel, M. Mamadou Chérif Diallo, qui sera avec nous dans cette émission, Les Informés. On va aller directement du côté de Gawal, retrouver Moustapha Gawalsou. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, Moustapha. Bonsoir Madjou, bonsoir à tes fidèles téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup Moustapha, vous êtes jeune lutteur, acteur de la société civile en direct de Gawal. Nous constatons depuis le début de l'exploitation artisanale de l'or dans cette préfecture, notamment au chef-lieu Gawal et Kousitel, cette sous-préfecture, le couvert végétal se dégrade tous les jours. Visiblement aujourd'hui, on risque de se retrouver on est dans une zone à exploitation artisanale où le couvert végétal se dégrade tous les jours. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, vous qui êtes actuellement du côté de Gawal? Merci Madjou, merci à l'ensemble de vos fidèles téléspectateurs. Encore une fois de plus, je ne cesse de le dire depuis le début de cette situation, que pour moi, l'État a manqué dans la proactivité. Parce que vous savez, qui dit gouvernance, qui dit commander, parle de la proactivité et non de la procrastination. Donc, sans quoi, d'abord, avant de répondre à votre question, tenez-vous bien moi je pense que la responsabilité primaire revient d'abord incombe à l'État. En ce sens que, dès le début, dès les premiers signaux, c'est-à-dire les premières prémices, l'État aurait pu, par l'intermédiaire d'un cabinet, venir d'abord à Gawal réaliser ce qu'on appelle une étude géologique pour d'abord confirmer ou infirmer l'existence de l'or en qualité, en quantité, en teneur. Et c'est à la suite des résultats fournis sur le terrain, par exemple par un cabinet ou bien par les techniciens même de l'État qui sont dans les différents ministères, que l'État devrait vraiment prendre une décision si cette exploitation doit être artisanale, industrielle ou semi-industrielle en fonction des résultats obtenus. Mais ce qui n'a pas été fait. Donc finalement, l'État s'est mis dans une posture de procrastination et n'a pas pris le devant. Et ensuite, les gens sont venus, les gens ont migré de partout. Il y a une véritable explosion démographique dans le lieu. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable destruction de l'environnement et du couvert végétal. Les deux grands fleuves que nous avons à Gawassan, le fleuve Tominé et le fleuve Komba, aujourd'hui, il n'y a aucune étude
préalables liés sur l'impact de cette activité artisanale sur ces cours d'eau, donc il n'y a aucune étude qui a été déjà menée. Donc si nous prenons la zone de Gawal, par excellence à Kounsitel déjà, c'est une zone élevage par excellence. Aujourd'hui, les éleveurs ne peuvent plus maintenant exercer leur activité. Alors, l'État aurait dû, par exemple, prendre les responsabilités, réaliser ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social, essayer de parceller. Donc, moi, personnellement, et l'ensemble des ressortissants des jeunes que nous ne sommes pas pour la fermeture définitive, mais nous sommes pour la réglementation, pour qu'on puisse maximiser les impacts positifs tout en minimisant les impacts néfastes sur l'environnement et sur le social. Bien, c'est vrai que l'impact est là aujourd'hui, il y a le couvert végétal qui se dégrade, mais au-delà de cet impact, vous avez évoqué un cas qui est très important, notamment sur cette situation du côté de Kounsitel qui est réputée une zone d'excellence propice à l'élevage aujourd'hui. Visiblement, les éleveurs se déplacent parce que le couvert végétal se dégrade tous les jours. Non seulement le couvert végétal se déplace, mais aussi avec les trous béants qui sont en train d'être creusés par-ci, par-là, sans aucune réglementation. Vous savez, comment est-ce que l'activité de l'élevage, comment est-ce que les bœufs peuvent vraiment aller dans les lieux de pâturage? Ce n'est plus possible. Les éleveurs seront obligés de quitter. Et cela aura pour conséquence la paupérisation en outrance ici des acteurs qui sont clés en termes d'économie même de notre pays. Parce que l'élevage, quand même, ça, ce sont des activités primaires, quand même censé apporter de bien-être, de la qualité en termes de niveau de vie des populations, surtout à la base. Monsieur Madiou, retenez qu'il y a juste un arrêté, par exemple, l'arrêté A, bar 2017, bar 6163, bar MMZ, SSZ, portant régime de l'activité d'exploitation artisanale et procédure d'attribution des parcelles. Dans les conditions normales, on doit essayer de parceller. Si toutefois, après les études géologiques qui arriveraient à confirmer, on devait vraiment parceller, par exemple, les zones. Voilà les zones interdites, voilà les forêts classées, parce qu'à Gawal, je vous informe qu'il y a des forêts classées qui risquent d'être abîmées si déjà l'État ne prend pas ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui les deux fleuves, les deux grands fleuves. Il n'y a aucune étude au préalable d'impact environnemental qui a été menée. Donc ces cours d'eau risquent de tarir ou bien d'être pollués. Vous savez, il y a une pression humaine. Au-delà de tout ça, prenons l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, vous savez, le foncier, c'est un peu la matière première pour un agriculteur. Mais aussi les orpailles qui sont venus en des milliers de personnes. Mais aussi le foncier, c'est leur matière première. Maintenant, qui des deux va quitter? Donc, les plus faibles qui sont les paysans seront obligés vraiment de bouger. Donc, nous risquons de connaître vraiment ce qu'on appelle une paupérisation en outrance vraiment dans la zone de Gawal. Surtout que Gawal, c'est l'une des préfectures les plus en retard. Nous avons énormément de défis à relever. Donc nous, on avait cru que cette exploitation, par exemple, la découverte de l'or, prétendue découverte, parce que aussi longtemps qu'une étude officielle géologique n'est pas menée par les autorités en place, moi personnellement, je ne peux pas dire qu'il y a effectivement de l'or, même s'il y a des indices. Mais tout ça, aujourd'hui, nous pensions quand même que cela aurait eu une occasion ou une aubaine pour une fois déclencher ou enclencher le développement au niveau local dans Gawal. Parce que Gawal, nous sommes vraiment en manque de tout. Bien. Oui, Amadoussou. J'aimerais savoir, vous n'avez jamais vu d'or depuis qu'ils ont commencé cette exploitation du côté de votre localité. En plus de cela, il y avait une délégation ministérielle qui était censée se rendre chez vous. Sont-ils arrivés? D'abord, l'or, ça existe. Mais vous savez, on est au XXIe siècle. À travers les moyens techniques et technologiques, ce n'est plus le hasard qui doit guider les gens. Quand même, nous devons faire des fouilles géologiques pour vraiment confirmer l'existence en qualité et en quantité pour déterminer le type d'exploitation que l'État doit autoriser. Est-ce que c'est une exploitation artisanale? Est-ce que c'est une exploitation industrielle ou semi-industrielle? Donc, dans ce sens, qu'il y a vraiment bel et bien des gens qui gagnent de l'or. Mais c'est du hasard. C'est du hasard. On est en train d'aller du bric au broc. Mais normalement, ça devait être vraiment le rôle régalien de l'État. Autre chose, concernant la délégation ministérielle. Jusque maintenant, on nous a annoncé que les ministres devaient venir, mais à ma connaissance, ce sont des techniciens qui sont venus, peut-être pour faire le travail au préalable. Donc nous attendons vraiment cette délégation qui viendra faire l'état de lieu. Mais une fois encore, je précise,
Donc si toutefois l'État veut trouver des solutions dans cette affaire, le mieux aussi, c'est d'adopter une approche purement participative. Nous avons des citoyens, de jeunes acteurs, comme par exemple, nous avons une structure de jeunes qu'on appelle l'ISEDEC, l'Union des jeunes pour le développement de Gawal. Nous avons des associations de ressortissants pilotées par l'ancien gouverneur de Boké, à l'occurrence M. Dansa Kanté, qui ont énormément d'expérience dans notre contrée. Donc si l'État a besoin d'avoir des résultats palpables, vraiment qui sont conformes aux objectifs assignés, le mieux c'est de mettre en place une approche participative pour que tout le monde y participe, pour qu'on puisse lister l'ensemble des parties prenantes et que chacun essaie de faire une proposition de piste de solution pour sortir vraiment de cette ornière. Bien, oui. Alphonse, l'autre question qu'on est amené à se poser, c'est que cette exploitation a été à un moment interdite. Il y a des agents des forces de l'ordre qui ont été déployés sur les lieux pour sécuriser. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cette interdiction continue ou est-ce qu'il y a un deal entretenu qui permet aux gens de continuer l'exploitation? Monsieur Mara, vous savez, quand il y a eu cette prétendue découverte de l'or côté de Kunstel, ensuite côté de Gawal à 5 kilos, donc il y a une véritable explosion démographique au niveau de Gawal et de Kunstel. Donc l'État, très tôt, l'État peut-être à travers le service de renseignement, ils ont eu des informations que nous n'avons pas eu accès. Et suite à cela, c'est le gouverneur de l'Abbé qui, au nom de l'État, au nom du gouvernement du président de la République d'alors, à partir du 9 juin, il a pris une décision de fermeture. Vous savez, même le conflit d'intérêts qui a eu lieu autour de ça entre le gouverneur de l'Abbé et celui de Boké, parce que, entre parenthèses, vous savez, militairement, Gawa relève de l'Abbé et administrativement relève de Boké. Donc nous sommes sur une position de transition qui font que parfois nous échappons certaines opportunités de part et d'autre. Maintenant, revenons sur cette question. Le 9 juin, il y a eu une décision de fermeture. À ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle des autorités vraiment cautionnant l'ouverture. Donc peut-être il y a une décision tacite et non explicite, en ce sens que les gens sont venus, les activités ont recommencé, il n'y a pas eu de sanctions, et puis en tout cas à ma connaissance, une décision officielle n'a pas été vraiment menée pour pouvoir autoriser les gens à revenir sur les sites. Ça veut dire qu'il y a le manque de respect de l'autorité de l'État. C'est quoi, Alphonse? L'autre aspect que des citoyens dénoncent, c'est ce business entretenu entre les autorités de Kunstel et ceux de Gawal Centre. Est-ce que, principalement le cas d'1 milliard qui a été réparti, est-ce que vous avez eu connaissance de ça et d'où est venu cet argent? Monsieur Mara, pour cette question, je vous précise que je n'ai pas toutes les informations pour pouvoir me prononcer là-dessus. Moi aussi, je l'ai appris par voie de presse et via les réseaux sociaux. Moi, je suis un jeune acteur de Gawal, un jeune leader. Voilà, bref, résumé, nous sommes impliqués dans tout ce qui est action de jeunesse dans la préfecture. Mais cependant, on a appris comme tout le monde qu'il y a eu l'argent dont la provenance vient de la vente des tickets, c'est-à-dire des machines qui pouvaient donner accès aux orpailleurs d'aller mener l'activité d'orpaillage sur le terrain. Donc c'est cet argent qui aurait été réparti en fonction des acteurs et en fonction de l'influence qu'à chaque groupe d'acteurs ou à chaque individu. Mais malheureusement, très malheureusement, Monsieur Mara, je vous invite un jour de venir faire un tour à Gawal. Vous comprendrez combien de fois Gawal, nous sommes en retard. Je ne pouvais jamais imaginer dans ma tête qu'on aurait pu avoir un seul fils de la localité qui aurait pu penser au partage de cet argent en lieu et place des actions de développement. Donc nous sommes en manque de tout, pas de pistes de riral. Nous avons des zones de production qui sont totalement enclavées, les moyens de communication tels que les pistes de riral. C'est-à-dire il n'y a pas d'école. Donc, l'argent là aurait pu servir à appuyer les efforts de développement local. Mais malheureusement, donc j'ai appris comme vous, par la voie de presse, mais dont je ne maîtrise pas toutes les informations, que l'argent a été partagé. Mais dès au début, ceux qui sont amis avec moi via les réseaux sociaux, Tchernomadi le sait, je l'ai alerté dès au début de l'exploitation, j'ai dit aux receveurs de prendre leurs responsabilités. Vous savez, dans chaque collectivité locale, il y a un secrétaire général chargé de tout ce qui est affaires courantes de l'administration. Vous avez receveur chargé de tout ce qui est entrée et sortie d'argent. Normalement, ce sont les receveurs qui auraient pu prendre le devant. Parce qu'avec les receveurs, il y a la traçabilité, il y a des justifs. Mais il y a un comité qui est déjà mis en place. Le comité a pris le devant. Pourquoi le comité a pris le devant? Pourquoi on a pensé à partager cet argent? Donc là, je ne saurais vous répondre.
D'autant plus que, comme toutes les collectivités de la Guinée, il y a un décalage, une inadéquation entre ici les ressources disponibles et les actions et les besoins de financement. Donc l'argent là aurait pu vraiment servir à financer beaucoup des actions de développement de la localité. L'argent pouvait servir. Malheureusement, l'argent là n'est pas utilisé à bon escient. Mais ce comité est géré par qui? Le préfet, le gouverneur de région ou bien le maire de Gawal? Non, vous savez, ça ce sont des jeunes. Ce sont les jeunes qui se sont volontairement ont décidé de se regrouper et qui ont créé même une structure qui est agréée aujourd'hui. Donc le but, c'est de protéger l'environnement et d'appuyer ici l'État dans sa décision de fermeture, ici, comme Andesba, dans sa décision du 9 juin pour la fermeture des sites. Vous savez, pour une première fois, vous savez, Gawal, nous sommes une population, une densité très faible. Mais suite à des échos comme ça de l'existence de l'or, de la découverte de l'or, on a été envahi. Les gens ont eu peur. Il y avait une pression humaine, pression foncière. Donc, il fallait que l'État prenne les responsabilités. Maintenant, vu qu'il y avait vraiment des têtes dures, donc ce comité a été déjà mis en place pour sensibiliser les gens et puis de protéger les sites pour éviter qu'il y ait des intrus là-bas. Donc, ça, ce sont des jeunes qui se sont constitués. Bien. Mais dites-nous, avant de donner la parole à Félix Milimono, qu'en est-il de ces forces de sécurité qui sont parfois en complicité avec des orpailleurs pour exploiter clandestinement l'or? D'autant plus qu'Alphonse l'a rappelé, c'était interdit l'exploitation, même si aujourd'hui nous voyons une exploitation à ciel ouvert de l'or à Gawal et à Kounsitel. Cette question, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas de preuves. Mais nous apprenons qu'il faut payer 200 000 par jour pour exploiter une partie de l'or. Non, vous savez déjà, si vous prenez même l'arrêté que je viens de vous lire là, l'arrêté AV 2017-61-63 portant le régime de l'activité d'exploitation artisanale et procédure d'attribution des parcelles, normalement c'est légal. C'est légal le fait de payer et avoir accès. Mais ce que nous pouvons dénoncer, c'est le manque de mécanisme de sécurisation des fonds. Vraiment, pour que ce fonds-là puisse maximiser l'impact positif tout en minimisant l'impact négatif, tant sur l'environnement que sur le social. Sinon, la perception des taxes quand même de l'orpaillage, ça c'est, je pense que c'est légal au lieu de la loi. Félix Milimono. Oui, quand on observe aujourd'hui la dégradation de la couverture végétale, hein, et puis les eaux qui tarissent déjà au niveau de Kounsitel, est-ce que vous avez entrepris une démarche peut-être à travers un courrier ou un mémo ou une lettre ouverte aux autorités de la localité pour tirer leur attention par rapport à ce qui se passe? D'abord les autorités, que ce soit les autorités, les jeunes, les sages, tout le monde, nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous des parties prenantes dans cette affaire. Donc pour cela, je pense qu'il faut une solution concertée, il faut des actions harmonisées sur le terrain. Donc tout le monde est informé. On n'a même pas besoin d'écrire un courrier. On n'a même pas besoin d'écrire un courrier. Vous savez, si vous prenez même, c'est pourquoi la SFI, il y a des pays par exemple qui ont un véritable vide dans ce sens. Mais si vous prenez par exemple la norme numéro 1 de la SFI, la Société financière internationale, numéro 1 qui dit évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux. Donc ceci revient à dire, normalement, on aurait pu vraiment faire des études d'impact environnemental et social, assorties d'un plan de gestion environnementale et sociale, c'est-à-dire l'ensemble des mesures de mitigation ou des approches de solutions qui chaque vraiment impact susceptible d'être créé ou généré par cette activité. Mais vous savez, le résumé c'est quoi? C'est qu'on s'est inscrit dans la procrastinité et non dans la proactivité. Bien. Moustapha Gawal Sow, leader, acteur de la société civile en direct de Gawal. Comme vous le savez, cette préfecture fait face à une exploitation à ciel ouvert de l'or depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, le couvert végétal se dégrade tous les jours. Chiplo Diallo. Récemment, on a écouté l'inspecteur régional de la santé qui a lancé l'alerte concernant, bien sûr, cette forêt classée depuis 1976. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui par rapport à l'agression faite sur cette forêt et qu'est-ce qu'il faut comme solution selon vous? D'abord, ce qu'il faut comme solution, c'est d'abord essayer vraiment de réglementer le secteur. Vous savez, dans la vie, si on veut évoluer, on doit apprendre à tirer des leçons, à tirer des enseignements. Dans la plupart des localités de la Haute-Guinée,
Donc, l'exploitation de l'or, on a commencé du diamant, on a commencé il y a cela des années et des années. Mais quel est l'impact sur le terrain? Quel est l'impact au niveau de qualité de vie des populations de la base, les personnes impactées? Donc, ici, je pense que moi, en termes de solutions, ce que je préconise, c'est d'abord essayer de stopper temporairement d'abord les activités sur le terrain, le temps pour réglementer, d'identifier ici les zones à protéger, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les forêts classées. Et ensuite, faire un mécanisme de restauration ici du couvert végétal ainsi que de l'environnement, c'est-à-dire les herbes et l'ensemble des essences forestières. Vous savez, dans les conditions normales, on doit d'abord informer ces orpailleurs-là, parce que conformément à un arrêté qui a été déjà pris depuis 2017 par le ministère des Mines et de la Zoologie, l'orpaillage par exemple, l'activité, l'exploitation artisanale, le fouille ne doit pas aller au-delà de 30 mètres. Est-ce que les gens sont informés? Deuxièmement, dans les conditions normales, on doit essayer de dégager d'abord, de racler le couvert végétal. Après maintenant exploitation, on peut maintenant ramener le couvert végétal et ensuite dans le fonds obtenu, une partie du fonds obtenu, par exemple les recettes obtenues de cette exploitation artisanale, devra servir vraiment à restaurer l'environnement, à restaurer l'écosystème, à restaurer et à préserver ici les cours d'eau que nous avons dans la localité. Et malheureusement, ce qui n'est pas fait. Vous dites à vous entendre parler que l'État devrait identifier les zones à protéger, notamment les galeries forestières, les cimetières, les cours d'eau, les forêts classées. Malheureusement, aujourd'hui, visiblement, on exploite partout là, on estime qu'il y a l'or. Partout, on estime qu'il y a l'or. Vous savez, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Donc, mais je pense que avec la ferme volonté de l'État, rien n'est tard encore. Il faut vraiment faire appel à l'ensemble des parties prenantes. Il faut identifier les zones à protéger. Il faut essayer vraiment d'encourager la préservation et la protection de l'environnement. Sans quoi, les gens vont aller de pêle et mêle et ensuite essayer de sécuriser les fonds, les ressources vraiment disponibles. Je vous dis que Gawal, nous sommes une préfecture qui est en manque de tout. Nous avons tellement de défis à relever, vraiment, et les ressources mobilisables. Vous savez, toutes les collectivités ont ce problème-là, c'est-à-dire la mobilisation des recettes internes. Maintenant, si nous n'arrivons même pas à sécuriser la mobilisation des ressources internes pour pouvoir financer des activités ou des services sociaux de base dans le cadre ici de l'amélioration des conditions de vie, ça serait vraiment un échec. Yeah. Vous savez, l'or, c'est une ressource épuisable. Ça va épuiser un jour. Mais il faudrait qu'après l'or, que les populations qui y vivaient, les autochtones, qu'on puisse vraiment voir vraiment quelles sont les alternatives que nous avons pour ces gens-là. Quand même, à un moment. Aujourd'hui, les agriculteurs, l'éducation, on n'en parle pas. Récemment, on a écouté les enseignants. Déjà, notre association, par exemple, l'Union des jeunes pour les ressortissants de Gawal, ISEDEC, sous le leadership de notre président Aliou, on a mené, par exemple, une campagne de sensibilisation à travers nos antennes, nos éléments qui sont sur le terrain, parce qu'il y avait des enseignants qui étaient vidés sur dans leur loyer, au profit, parce qu'imaginez, à l'époque, un loyer ne coûtait pas plus de 25 000, 15 000 ou 30 000 à Gawal, à Kunsitel. Maintenant, avec les opérateurs capables de payer 200, 300 000, vous pensez que les enseignants, si on les vide ou bien les exige vraiment à payer 500 000 ou 300 000, ils ne vont pas fuir les classes? Alors, les véritables perdants, c'est qui? C'est nous, parce que la première ressource d'une localité, ce n'est ni l'or ni le diamant, c'est d'abord la qualité des ressources humaines que nous avons. Quelles conséquences sur l'exploitation de l'or sur l'environnement du côté de Gawal? Amadou Sow, nous sommes avec Moustapha Gawalso. Monsieur Sow, nous restons dans le même sillage. Par rapport au coût de la vie, quelle est la différence entre l'avant-exploitation et le pendant? Non, vous savez, la différence, elle est claire. Là, le fossé est grand. Le fossé est extrêmement grand. Donc, ce n'est même pas comparable. Ici, la cherté de vie, elle est patente, elle est évidente. Vous avez vu? Donc, c'est la risque ici d'appauvrir ceux qui étaient déjà pauvres et même de compliquer ici le service public à la base. Parce que l'enseignant, nous connaissons ce qu'est l'administration publique. Nous connaissons nous pouvons imaginer combien un enseignant peut percevoir. Moi, en tant qu'enseignant de l'école primaire, je ne peux pas aller dans un village où vous avez l'habitude à payer 20 000, 30 000 au mois et qu'on m'exige vraiment à payer 500 000 ou 300 000 et que j'y reste. Alors, leur départ, la conséquence directe d'abord, c'est la localité parce que notre première richesse, ce n'est ni l'or, ni le diamant, ni tout ce qu'on a, mais c'est la qualité des ressources humaines qu'on a. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes à Gawal.
Et à l'allure où volent les choses, risque-t-on de s'acheminer vers... peut-on rester encore plus longtemps pour l'exploitation de l'or ou bien on s'achemine vers la fin? Parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, nous voyons que le couvert végétal se dégrade visiblement. Il y a moins d'endroits où on peut aller creuser maintenant pour obtenir l'or. Monsieur Madjou, c'est ce que je vous ai dit au prime abord. C'est qu'il revient à l'État. Jusque maintenant, là, on évolue sur le saut du hasard. Je veux dire, est-ce qu'il y a toujours des zones qui sont, des zones qui sont visées? Géologique, vous menez d'abord une étude géologique pour déterminer la qualité et la quantité de faire le parcellement. Moustapha, je pense qu'il faut avoir le retour pour qu'on puisse bien vous comprendre. Dites-nous, est-ce qu'il y a des zones qui sont encore visées au-delà de Kounsitel ou bien de Gawal Centre? C'est ça la question. C'est vrai, au-delà des études, ça, on a déjà compris. Non, pour l'instant, je ne suis pas dans la tête des gens, mais les gens font comme ça, dans la brousse, chacun ne fait que chercher. Oui, Chiplo. Et cette structure de jeunes, composée bien sûr des jeunes de Kounsitel, est-ce que cette structure bénéficie bien sûr de l'accompagnement des autorités dans le cadre de la préservation de l'environnement là-bas? Bien sûr, parce que vous savez, déjà, à la différence de Kounsitel, Gawal-Centre, vous savez aussi, il y a un site orifère à Gawal-Centre. Gawal-Centre, quand même, cela a été un peu formalisé avant, dès le début, il y a cela 6 mois, 7 mois comme ça. Donc les jeunes se sont associés dans une structure de protection de l'environnement. Ça, c'est ce qui constitue déjà le comité. Donc je crois que le comité a déjà un agrément. Mais contrairement à Kounsitel maintenant commence aussi à s'organiser davantage. Mais ce qui est sûr, vraiment tout ce qui va dans le cadre ici de la légalisation, dans le cadre des lois, vraiment les jeunes bénéficient de l'accompagnement des acteurs de la localité. Alors une question d'un de nos auditeurs qui patiente. Après toutes ces dénonciations, que comptez-vous faire pour éviter le pire à Gawal, au-delà des dénonciations? Bon, au-delà des dénonciations, ce qu'on a toujours fait, c'est d'organiser, on va se regrouper bientôt, nous, l'ensemble des jeunes, on va essayer d'aller sur le terrain, rencontrer, identifier l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs, aller faire des sensibilisations auprès de nos parents, auprès des orphelins, pour leur faire comprendre que d'abord le territoire guinéen, le sol et le sous-sol appartiennent à tout le peuple de Guinée. Tout le peuple de Guinée, qu'il soit de Gweke, qu'il soit de Guingan, qu'il soit de Kamele-Chemois. Donc, on est tous égaux là-bas. Mais on va aller procéder à des campagnes de sensibilisation, initier des projets de reboisement qu'on va attendre auprès des autorités locales, voir vraiment s'il y a un accompagnement. Et nous, on va se lancer pour faire le reboisement parce que chez nous. Bien, Amadou. Mais c'est ça, parce que chaque Guinéen est libre de se mouvoir sur toute l'étendue du territoire. Comment se passe la cohabitation entre ceux qui sont venus des autres localités et les natifs de Gawal? Parfait. Là, la cohabitation, elle est parfaite. Je vous rappelle ceci, M. Mara, je ne sais pas si c'est M. Mara qui l'a posé la question. Je vous rappelle qu'à Gawal, Gawal est une véritable mosaïque culturelle, socio-culturelle. Gawal, vous avez des Yakanké, vous avez des Peuls, vous avez des Landouma, vous avez vraiment toutes sortes, beaucoup d'ethnies dans la localité. Par exemple, l'une des grandes sous-préfectures de Gawal, qui est Koumbia, est fondée par des Landouma. Donc là, nous, on s'est déjà habitué, on a grandi dans ça. Il y a des Yakanké un peu partout, des Peuls. Donc là, la cohabitation, elle est parfaite. Il y a déjà le métissage qui a aussi favorisé quand même cette cohabitation pacifique. C'est vrai que pas plus tard qu'une semaine, nous avons appris qu'il y a eu un éboulement. On parle de 3 morts des jeunes qui sont originaires de la Haute-Guinée. Vous confirmez? Bon, j'ai pas vu de mes yeux, mais oui, j'ai pas vu de mes yeux, mais par le biais de gens qui ont vu, qui me l'ont confirmé. Mais l'éboulement ne manque pas quand même. Dans cette activité qui n'est même pas réglementée, donc on est désolé, les éboulements, ça va venir, ça viendra et ça viendra encore. Bien. Moustapha Gawal Sow, merci d'être intervenu ce soir en direct de Gawal. Portez-vous bien, bonne soirée. Ok, Madjou, j'ai juste un seul appel. Allez-y. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'ensemble à l'autorité d'abord, c'est de prendre le devant, c'est de ne pas stopper, interdire et définitivement, mais c'est d'essayer de réglementer pour que cette exploitation de l'or puisse vraiment être vraiment bénéfique, contribuer aux efforts de développement de Gawal, dont nous avons tellement de défis. Nous n'avons ni de route, il y a des villages qui n'ont même pas d'école, nous n'avons absolument rien. Et aux ressortissants, aux jeunes, aux associations, on a besoin, je lance un appel de sursaut national, de sursaut patriotique, pour qu'il y ait vraiment
une collaboration concertée pour qu'on puisse aller descendre sur le terrain à travers des sensibilisations de porte à porte pour qu'on puisse apporter vraiment de quoi vivre vraiment à nos populations qui en ont vraiment besoin de nous. Et surtout au ministère de l'élevage de veiller parce que Gawa c'est la première préfecture d'élevage. Ouais, quand même. Merci de répondre à nos questions sur Radio Espace. Moustapha Gawal-So, merci beaucoup, portez-vous bien et bonne soirée en direct de Gawal. Merci. Au revoir. La préfecture de Gawal fait face à une exploitation à ciel ouvert de l'or, le couvert végétal qui se dégrade tous les jours. Quelles conséquences de cette exploitation sur l'environnement? On était avec Moustapha Gawal-So, il est jeune acteur de la société civile basé du côté de Gawal. Alphonse Mara, nous avons vu les images au niveau de la télé, le couvert végétal se dégrade tous les jours et c'est regrettable. Il a dit quelque chose à la fin. Gawal, c'est la préfecture par excellence de l'élevage en Guinée. Après Dabola. Gawal sera désormais une des préfectures où il n'y aura pas d'élevage bientôt. Parce qu'avec cette destruction avancée, c'est les éleveurs qui seront obligés de migrer vers des zones où le bétail peut survivre. Il y a deux facteurs auxquels les éleveurs sont exposés. Le premier, c'est la destruction de l'environnement qui va réduire le champ offert aux éleveurs de faire circuler le bétail. Et le second, c'est le risque d'accident auquel le bétail est exposé avec les trous. Si une vache, c'est un problème. Si une vache majeur tombe dans un trou pareil, il a toutes les chances de ne plus en ressortir indemne. Et l'élevage ne se fait pas avec des vaches cou cassées. Non, ça marche pas. Donc aujourd'hui, il est temps que les ministères des mines, de l'élevage, de l'agriculture, de l'environnement et de l'administration du territoire se mettent ensemble pour régler cette situation de Gawal. Il n'est pas encore tard. Gawal n'est pas une cause perdue. Il y a deux facteurs à rétablir à Gawal. Premièrement, il faut réglementer le secteur. Il faut réglementer. Il y a un premier accident qui peut servir, comment appeler ça, de précédent pour pouvoir réglementer l'exploitation d'or à Gawal. Est-ce que l'autorité de l'État n'est pas encore faible? Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse de l'autorité? L'autorité de l'État était assez faible. L'État était assez absent. Mais les réformes engagées tendent à nous laisser croire que l'autorité de l'État peut renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, on en a besoin. Il faudrait qu'à Gawal, qu'on n'interdise pas, parce que l'interdiction crée la défiance. Et c'est cette défiance-là qu'on est en train de vivre à Gawal. Il faut réglementer. Et au-delà de la réglementation, il faut qu'on mette un mécanisme en place pour que Gawal puisse vivre des recettes de cette exploitation. Parce que le cas d'1 milliard que personne ne veut confirmer malheureusement aurait pu servir au moins à offrir ne serait-ce que de l'eau potable à Gawal. Gawal, il y a 1 milliard. 1 milliard de l'eau potable, c'est peu. Les forages, c'est moins que ça. Non, c'est peu, 1 milliard, Alphonse. Les forages, c'est moins que ça. Oui, mais les forages, ça sert combien de personnes au kilomètre? Amadou, ça peut servir au moins... De toute façon, cet argent pouvait servir à quelque chose. Non, même vous savez que dans ces zones-là, il n'y a pas d'eau potable et qu'en période de sèche, il faut vous attendre à marcher des kilomètres pour trouver de l'eau. Il y a Gawal, il y a Koubia. Ces zones-là sont des grands oubliés de ce pays-là. Ils n'ont même pas de goudron, de bitume. Après 63 ans d'indépendance, ces villes-là n'ont pas connu la SEG. Ils n'ont pas connu EDG. Ils n'ont pas connu le bitume. Ils n'ont pas connu d'infrastructures dignes du nom. C'est les oubliés de ce pays-là. Donc, s'il y a ces sommes-là qui peuvent ressortir de l'exploitation de l'or dans Gawal, au moins que Gawal ressemble à une ville dans laquelle il y a une activité. Et de l'autre côté, il faut créer des activités connexes. Il ne faut pas que Gawal dépende de l'exploitation. Ils ont fermé l'usine, Fria est mort avec l'usine. Et aujourd'hui, Fria peine à se relever, en dépit de la relance de l'usine. Et c'est le cas pour beaucoup de zones minières. L'économie de cette zone va se reposer sur la mine, et le jour où il n'y a plus de mine, la ville est morte. Donc aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes pour que Gawal puisse vivre d'autres activités. Que l'élevage, un mécanisme d'entretien de l'élevage se fasse, que l'agriculture se fasse, que d'autres activités quand même naissent à Gawal. Mais si Gawal repose sa vie sur les mines, Gawal va mourir. En tout cas, l'allure vaut les jours aujourd'hui. Il y a un risque sur l'environnement, le couvert végétal qui se dégrade. Les conséquences sont énormes sur l'environnement. On l'a dit, les éleveurs qui commencent à quitter Gawal pour aller ailleurs, et vous le saviez bien, il a dit une chose. Imaginons qu'une vache se retrouve dans un trou.
cette vache ne va pas survivre. Donc il y a des conséquences qui sont énormes. Certes qu'on peut ne pas interdire, mais on peut bien réglementer, Amadou. Exactement, je pense que c'est ce qu'il faut. Moi, pour avoir connu la zone de Sigiri, le Bouré, on connaît la carrière de la SAG dans le Coran. C'est-à-dire l'exploitation moderne a des conséquences plus graves que l'exploitation artisanale, parce que généralement dans le permis, il faudrait après l'exploitation qu'on renferme. Moi je me rappelle au temps du CNDD, le ministre de l'Environnement de l'époque avait pris cette décision là, donc ils avaient fermé, parce que moi quand j'étais à Sigiri, il y avait ces gros trous que tu voyais là, quand c'était la saison pluvieuse, mais tous ceux qui tombaient dedans ne pouvaient pas ressortir. Mais au temps du CNDD avec le ministre de l'Environnement, ils ont décidé à ce que la SAG referme tous ces gros trous-là. Ils ont refermé. L'exploitation artisanale, comme il a dit, on ne doit pas dépasser la base des 30 mètres en termes de profondeur. Mais au fait, la différence entre les deux, c'est quand c'est moderne, c'est l'État qui est riche. Mais quand c'est artisanal, il y a plus de population, plus de personnes qui gagnent leur vie. Celui qui vend de l'eau, le boutiquier qui est à côté, celui qui a construit une maison, tout le monde gagne. Donc il faudrait qu'on ait les propriétaires terriens qu'il ne faut pas surtout oublier. Il faudrait que cette localité tire profit de cette exploitation. Moi, je trouve que c'est une aubaine. Et malheureusement, la plupart des zones minières, les populations ne bénéficient pas, bénéficient rarement des retombées. Difficilement. Moi, Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État qui est faible. Parfois, l'argent qui est destiné également à ces populations, vous voyez que c'est le responsable, soit c'est le sous-préfet, c'est le préfet qui bouffe l'argent et les populations ne gagnent absolument rien. Mais ce qui est parfois marrant dans cette affaire, c'est dans ces localités qu'une personne gagne, par exemple, une somme de 200, 300 millions. Après, tu te retrouves avec cette même personne au bout de 3 ans qui a 0 francs. On se demande, mais il faut qu'on les apprenne à gérer l'argent après avoir gagné ou quoi. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on revienne sur les bases, au fait. Je pense que c'est un trésor. Comme il a dit, il faudrait qu'on se rende compte l'étendue de l'or, la qualité, ça couvre combien de superficie. Si on peut tirer au maximum de profit, pourquoi ne pas aller vers l'exploitation moderne qui donnera de l'emploi à des dizaines, voire des milliers de jeunes Guinéens, ou s'il faut aller sur la base de l'exploitation artisanale, choisir les localités, la zone, la surface à exploiter, et puis avant d'aller vers une autre surface, d'abord rétablir le couvercle, parce que l'exploitation artisanale ne doit pas se faire pendant la saison pluvieuse, parce que c'est une période à risque. Bien. Et il y a des éboulements. Donc c'est une pratique qui se fait normalement pendant la saison sèche, et on peut profiter de la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, il y a des éboulements. Oui, mais c'est rare. Sur place, il y a eu 3 morts. C'est moins. Je peux comprendre. Alors, Chiplo, c'est vrai qu'il a dit une chose qui est très importante. Il faut identifier les zones à protéger, notamment les forêts, les cimetières, les cours d'eau. Mais malheureusement, ces endroits ne sont pas protégés, ne sont pas identifiés. On exploite partout là, on voit, on estime qu'alors on vient exploiter. Malheureusement, c'est le triste constat. Partout on parle d'exploitation artisanale, voire sauvage même de l'or, forcément il y aura un impact négatif sur la faune et la flore. C'est ce que nous constatons aujourd'hui du côté de Gawal, passant aussi forcément par Concitel. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, que les autorités prennent une décision d'interdire l'exploitation et que cette exploitation-là continue. L'État, tout à l'heure, Alphonse disait que l'autorité de l'État est faible. Moi je dirais que c'est l'État qui a voulu que son autorité soit faible de ce côté-là. Lorsqu'à Conakry ou dans certaines zones, il s'agissait de réprimer les manifestations, les manifestants, l'État se bombait le torse, l'État sortait ses muscles pour réprimer les gens. Moi, je leur public à la loi. Pas du tout. Quand il s'agit de gager les gens, ils sont prêts. Effectivement. Donc l'État, c'est la puissance publique. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à ce niveau-là, qu'on n'arrive pas à réglementer cela. S'il faut interdire, qu'on interdise complètement l'exploitation, histoire de réglementer tout cela, histoire de faire des études au préalable, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Forcément, il n'y a pas eu d'études approfondies dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent là, chacun fait ce qu'il veut, et tout cela par négligence ou par même des fois complicité même des autorités qui sont sur place. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu de nouvelles autorités qui sont là. Il faut vraiment agir pour faire en sorte d'éradiquer tout cela et stopper cela. Sinon après, c'est un risque péril. Vous savez, Chiplo, pourquoi il n'y a pas eu l'autorité de l'État? C'est parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi, notamment les agents de force de défense qui sont déployés sur place, ce sont eux qui, en complicité avec des orpailleurs, qui exploitent clandestinement l'or en faisant payer 200 000 par jour. Vous imaginez? C'est ça aussi. Vous savez, le Guinéen cherche l'argent, l'apologie de la richesse. Sinon, ces agents qui sont là, qui sont censés faire respecter la loi, normalement, ce sont eux qui devraient faire respecter la loi. Mais malheureusement, ils ne le font pas. C'est ça aussi le problème. Ben, ils ne le font pas parce qu'ils sont complices. Tout à l'heure, notre intervenant n'a pas voulu entrer en profondeur, mais il y a quand même, il ressort de plusieurs témoignages qu'on a reçus. Il y a des comptes, il y a ces agents de force de l'ordre là qui reçoivent de l'argent pour laisser faire les choses. Donc moi, je pense que cette complicité là, il doit faire en sorte d'éradiquer tout cela. Sinon, vraiment, ça sera au dépens des populations qui sont au niveau de Gawal. Oui, Félix Milimono. Oui, il faut le dire que quand l'autorité de l'État est faible dans un pays, l'État risque de périr.
C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gawal, à Concitel. Vous avez pour une première fois eu une affluence de personnes qui se sont retrouvées dans cette zone. Après tout, l'État revient pour dire ok, on va stopper à l'exploitation dans cette zone. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Par la complicité des autorités qui sont sur la place, sur place, alors on arrive encore à donner de la place à ces orpailleurs qui viennent creuser des trous et qui viennent non seulement creuser, mais creuser n'importe comment. La conséquence aujourd'hui, c'est que nous avons la dégradation poussée de la faune et de la flore. Le premier problème, c'est qu'il a signalé les éleveurs qui travaillaient là-bas ne vont non seulement plus travailler là-bas, ils vont forcément migrer ailleurs. Et il y aura que beaucoup vont se rendre vers la Guinée-Bissau et la Gambie. Tout à fait. Il y aura d'abord ce qu'on appelle les conditions d'adaptation. D'accord? Vers là où ils vont aller, dans la zone où ils vont aller, est-ce qu'ils vont se faire accepter? Parce que on sait il y a souvent il y a des ces conflits là, entre éleveurs et agriculteurs. Donc il y a de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. L'autre côté, c'est l'eau. Il y a au moins, c'est vrai, il n'y a pas d'eau potable dans ces zones, mais il y a des cours d'eau dont ces populations se servent. Qui risquent de tarir. Mais avec cette exploitation, ces cours d'eau risquent de tarir. Et quand ça arrive comme ça, on met la population dans des conditions très difficiles. Il y a la cherté de la vie. Des exploitants qui viennent, qui peuvent te dire, ok, une seule chambre, je peux la payer à 300 000, à 500 000. Comparé par exemple avant, quand il n'y avait pas de mine, les habitants pouvaient peut-être payer 50 000, 30 000. Qu'on dise peut-être à un enseignant, parce que aujourd'hui il y a des exploitants qui payent 300 000, qu'on dise aussi à un enseignant ou à un médecin qui évolue au sein de la localité de payer aussi 300 000 ou 500 000, qui n'a pas les mêmes revenus que cet exploitant-là. Surtout les enseignants qui ne sont pas bien payés, Félix. Ça devient compliqué. Imaginez, ça crée un problème au niveau de l'éducation. Ces enseignants-là risquent de quitter les lieux. Et donc, ça, c'est les enfants qui vont payer les frais. C'est au risque péril de la localité. Donc si l'État non seulement ne prend pas les dispositions, ça deviendra très compliqué pour cette localité. Mais pour terminer, moi je veux dire, pour cette localité, pour l'autorité locale, à Concitel, à Gawal, je pense que quand on vous a élu, on vous confie une partie de sa responsabilité et de la loi. À vous d'en utiliser comme elle se doit. Mais il ne faudrait pas qu'on vous mette à un poste de responsabilité et que vous ne jouez pas votre rôle. Parce que si vous ne jouez pas votre rôle comme il se doit, c'est le peuple derrière qui va périr. Et la plupart des cas à l'intérieur du pays, dans les zones minières, ces responsables, ces autorités, ces élus locaux ne jouent pas pleinement leur rôle. Parce qu'il y a souvent ce que j'aime répéter dans cette émission, l'apologie de la richesse. Quand ils gagnent de l'argent, ils gagnent des centaines de millions, des millions de francs guinéens. Ils ne se soucient pas du sort de la population. C'est ça aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quand tu gagnes de l'argent, on te dit que tu es béni. Si tu ne voles pas aussi, on te dit que tu es maudit. Donc c'est ça aussi la situation. Ces élus locaux, ces responsables. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces élus locaux, ou bien il y a des responsables dans ce pays qui préfèrent être sous-préfet dans une localité où il y a une exploitation de l'or ou bien de la bauxite que d'être même un ministre de la République, parce qu'ils gagnent mieux là-bas, ils peuvent détourner de l'argent mieux là-bas. Allez-y à Kamsar, à Bouré, à Sangaredi, allez à Dinguiraï. Ce sont des zones où les sous-préfets, les préfets, ils gagnent des milliards de francs guinéens par mois. Pour une petite histoire, on le sait, quand il y avait des élections communales ici, en Guinée, il y a des gens qui ont refusé de se présenter au compte de certaines communes, au profil de ces communes où il y a des zones minières. Parce que c'est là où on gagne beaucoup plus d'argent, c'est là où il y a de l'affluence de biens. Mais ce que je veux dire, c'est que le secteur n'est pas réglementé. Tant que ce n'est pas réglementé, ça sera toujours comme ça. Tout le monde voudra diriger là où il y a de l'argent. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle ère, un changement avec le CNRD. On espère que le ministre des Mines et de la Géologie, avec d'autres ministères, trouveront une issue favorable. Avant de revenir vers vous, Alphonse. Tu as effectivement raison, Thierno. Quand tu parles de l'apologie de la richesse, n'oublions pas, on parle de corruption. On est dans un pays corrompu, on fait partie de l'un des pays les plus corrompus au monde. Les richesses sont mal partagées, les ressources sont mal redistribuées. Comment je prends la localité de Sigiri, au fait, il y a une sécurité personnelle de la société SAG qui se trouve dans la localité, mais sauf que j'appelle les agents de l'armée guinéenne pour les aider dans la sécurisation, sauf que ces mêmes personnes ont un réseau, parce que n'oublions pas, quand on parle du Bouré dans Sigiri, c'est une ville centenaire, donc c'est la société qui a trouvé les différentes localités. Donc, la mine se trouve entre les localités, donc ils se choisissent des dizaines de jeunes
qu'ils font rentrer dans ces mines-là, qui exploitent et après elles reviennent comme ce sont des petits villages, tu les vois venir récupérer. Les mêmes personnes qui sont censées protéger et sécuriser ne le font pas parce que la corruption, elle est malheureusement endémique chez nous. La corruption à ciel ouvert. Oui, Alphonse, toujours dans la même lancée concernant Gawal. Concernant Gawal et toutes les zones minières. En fait, avec cette affaire de CNT, on a vu cet engouement des jeunes dans toutes les villes du pays qui voulaient coûte que coûte aller représenter leur région dans le CNT. C'est le bon moment de prendre cette énergie et de lutter contre ce qui se passe dans leur zone. Il faut que les jeunes soient aux aguets, qu'ils interrogent les services publics, qu'ils demandent comment sont gérés les fonds octroyés à certaines villes. C'est pas faute, c'est pas manque de fonds souvent qui fait que nos zones sont enclavées. C'est la gestion de ces fonds. Vous avez des sociétés minières qui payent des redevances colossales à des petites sous-préfectures qui n'ont même pas besoin de centaines de milliards pour avoir des infrastructures. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le sous-préfet prend, il vient voir le préfet, il va voir le gouverneur, il va voir le ministre. Et toute la chaîne puise pour elle dans ce qui doit revenir à la localité. Il y a même des cadres tapides à l'ombre à Conakry au ministère de l'administration du territoire qui bénéficient. Et au-delà, au ministère des Mines également, il y a ces cadres-là qu'il faut graisser pour pouvoir vous garder dans votre fauteuil, pour pouvoir continuer à huiler la machine. Et ce qui est choquant, le peuple ne gagne rien dans tout ça. Et le peuple, c'est nous les jeunes. Il faut que les jeunes commencent à s'intéresser à la gestion des fonds octroyés aux communautés locales. Que les jeunes dans ces zones-là commencent à interroger. Il y a des organisations de jeunesse qui commencent à interroger sur bon, Russell vous a donné tel fonds, telle entreprise vous a donné tel fonds, qu'est-ce qui en a été fait, qu'est-ce qui reste, où l'argent est allé. Il y a des jeunes corrompus, regarde par exemple les 1 milliard, on te parle pas de la trace, parce que dès qu'on touche à un pot de vin, on ne parle plus de cela. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on sorte de mécanisme, parce que la jeunesse n'est pas un exemple on reproche aux anciens d'être parce qu'il y a ce cas-là du côté de Kamsar, on parle de détournement de fonds détournés par des jeunes de la localité. Également, c'est de ça que je parle en fait. Aujourd'hui, on reproche à nos anciens d'être des sorciers, mais nous jeunes sommes carrément des probabilités morales. Il faut des personnes quand même. L'exemple le plus frappant où on a parlé de distribution des richesses, c'est du côté de Kindia à un moment donné avec Abdoulaye Ba quand il était président de la délégation spéciale de Kindia. Il avait même eu un problème avec le préfet de Kindia à l'époque et la justice l'avait donné raison et à l'époque l'argent avait été bien distribué. Et pourquoi pas des cadres pareils? Et même là-bas, on l'a jeté plusieurs pierres, mais quand tu écoutes certains citoyens de la localité, donc de Kindia et tout, moi j'ai fait un séjour là-bas pendant que c'était lui qui était aux affaires, mais je te jure que les gens étaient quand même satisfaits de ce qu'il faisait comme travail, comme résultat sur le terrain. Les gens étaient étonnés et c'est pas forcément des gens qui viennent peut-être de son parti politique. Quand tu fais un bon travail, les gens vont apprécier cela à sa juste valeur. Peu importe l'origine de ton parti politique ou pas, peu importe quoi. Donc moi je pense que des gens comme ça, il faut essayer vraiment de suivre leur trace aussi. C'est vrai qu'avant, sur le cas de Kindia, quand l'argent venait, l'argent était partagé entre le préfet, le gouverneur de Kindia, les autorités religieuses de Kindia et des cadres du ministère de l'administration du territoire. Mais quand il est arrivé comme président de la délégation spéciale de Kindia, ils sont partis à la justice et la justice l'avait donné raison et l'argent avait été partagé équitablement. Alphonse, c'est un bel exemple qu'on peut donner. C'est un exemple qu'on doit donner, mais pour soutenir, parce que souvent il y a des maires qui ont cette initiative-là, mais leur tutelle ne les permet pas. Et tout le monde n'a pas le courage d'Abdoulaye Ba. Écoute, ils peuvent avoir le courage. Il faut qu'ils soient audacieux. Ils sont les représentants du peuple. Aujourd'hui, ils ne doivent pas être les souris. Ils ne doivent pas être les souris des gouverneurs ou bien des ministres. Tout le monde n'a pas cette audace d'Abdoulaye Ba pour aller en procès. Et même quand vous allez en procès, il faut qu'il y ait une justice qui puisse vous rendre justice. Donc aujourd'hui, il faudrait que les populations. Ce sont des prérogatives, ce sont des textes qui sont écrits quand même, Alphonse. Même si vous partez à la justice. On a les plus gros textes dans ce pays. Oui, je peux comprendre au temps de l'époque, au temps de Alpha Condé, on pouvait comprendre parce que les règles n'étaient pas respectées. Mais si ce sont des prérogatives qui reviennent à une commune rurale, à un maire, je pense qu'on n'a pas besoin même d'aller à la justice. C'est clair, faut être. Le maire ne touche pas 1 million à la fin du mois. Aucun maire ne touche 1 million de francs. Il y a des maires qui touchent 65 000 francs. 65 000 francs comme salaire de certains maires. Ces maires-là, vous pensez qu'ils sont capables de poursuivre des préfets pour des sommes qu'ils veulent se partager? Non. Aujourd'hui, il faut que les populations soient exigeantes. Il faut, parce que les maires aussi, souvent, ce n'est pas de leur faute. Un maire qui touche 65 000, le préfet lui demande de prendre
1 milliard dans le fonds qui est octroyé. Il ne va pas refuser. Ce n'est pas une excuse non plus. Mais il faut que les populations soient regardantes vis-à-vis de ce qui se passe. Il faut revoir les textes. Il faut qu'on revoie les textes. Les textes n'ont pas de problème. C'est l'application. 65 000 Non. C'est officiel ça? Non, en fait, je parle. Le salaire, ça c'est le salaire. Ça c'est le salaire. Oui, mais c'est normal. Il ne faut pas revoir cela. Le SMIC guinéen à 440 000. Il faut revoir ces textes. 65 000. On va s'écouter. Le maire de Koya ici. Koya. Je suis d'accord. Oui. Ce dont je suis en train de parler, c'est du code des collectivités, par contre, qui n'est pas à reprocher. Il donne cette autonomie de fonctionnement et cette autonomie financière aux collectivités. Maintenant, ceux qu'on met souvent à la tête des collectivités ne savent même pas le contenu du code des collectivités. Donc, ils ne peuvent pas faire valoir leur pouvoir ou leur prérogative. Il faut aujourd'hui que les populations soient regardantes. Parce que quand une entreprise donne, elle en parle. Et quand elle en parle, il faut qu'on interroge. Il faut que les jeunes soient regardants dans la gestion des ressources à l'intérieur du pays, notamment dans les zones minières. On marque une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après sur Radio Espace TV, dans cette émission Les Informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Salut, vous me reconnaissez? Bon, apparemment, je suis le fouineur de la boîte et vous savez quoi? Je l'assume. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Eh bien, je vous donne rendez-vous tous les samedis désormais sur la télé d'une autre planète pour l'autre journal, l'actualité vue autrement, puisqu'on l'attend pas de la même oreille. À très vite. L'autre journal sur Espace TV avec Hussein Kaba. Couvrir et relater d'une manière décalée et détournée l'actualité dans des sujets réalisés par les équipes de l'émission. Tous les samedis, 20h20 sur Espace TV et en multidiffusion tout le week-end. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média.
Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Evans. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Calac Radio. Calac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Calac Radio. Calac Radio. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est la mine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace! 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 C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables, en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Evans. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Faites bien de nous choisir sur Radio Espace, Espace TV, Les Informés. La suite de cette émission après nos obligations commerciales pendant qu'il est 16h passées de 2 minutes à la régie Kadi Touré, alias Sokra Kamara, Jean-Marie Demba Duno, Lamine Sidibé, Alassane Bari, Nalai Sidibé, Poutine Silla ici à la radio, Abdelgadri Drami. On avait annoncé à l'entame de cette émission, plusieurs personnes se plaignent de la lenteur dans l'obtention des poches de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine de Donka. Que se passe-t-il dans ce centre? Pourquoi les multiples plaintes des citoyens? Les informés vous aideront à mieux comprendre ce soir avec Boubacar Bari, reporter à Radio Espace. Bonsoir et bonne arrivée, Boubacar. Bonsoir Tierno Madjou et bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, vous avez mené une enquête. On parle du centre de transfusion sanguine de Donka. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Visiblement, il y a beaucoup de plaintes des citoyens. Alors, ce centre, d'abord, il faut rappeler qu'il a été créé par le feu général Lansana Conté. Il a ses différents démembrements à Kindia, à Labé, à Kankan et Sigiri, voire même Zérekoré. Mais c'est la direction générale qui est basée ici à Conakry qui commande tout cela. Et ces derniers temps, nous avons constaté que beaucoup de personnes se plaignent, n'est-ce pas, pour l'obtention du sang. Alors, il y a 2 catégories, il faut préciser, de personnes qui viennent là-bas pour obtenir le sang. Et la première catégorie, c'est celle qui a ce qu'on appelle la prise en charge. Et comment obtenir cette prise en charge? C'est-à-dire, lorsque le centre constate que plusieurs fois, un patient ou une patiente vient là-bas de temps à autre, donc régulièrement, et le centre, pour éviter qu'il y ait assez de soucis dans l'obtention du sang, octroie à cette personne ce qu'ils appellent la prise en charge. Et cette prise en charge, lorsque vous la présentez pour votre patient ou patiente, le prix officiel c'est 8500 francs pour obtenir une poche de sang. Et pour la deuxième catégorie, ça ce sont les personnes ordinaires, donc des personnes qui n'ont pas la prise en charge. Et là, pour obtenir une poche de sang, c'est à 13 500 le prix officiel. 13 500 le prix officiel. Pourtant, quand vous parlez avec des citoyens ou bien les gens qui lancent un SOC, ils vous demandent toujours 500 000. 500 000. Mais oui, en fait, l'écart est énorme. L'écart, il est énorme. En fait, le problème, ce n'est même pas seulement au niveau du centre. Je vais vous expliquer. Vous allez vous rendre compte que c'est toute une chaîne, c'est une complicité avec certains médecins tapis dans l'ombre qui sont, ou surtout laborantins, qui sont dans les différents hôpitaux, surtout publics du pays. Alors, il y a un citoyen qui a préféré garder l'anonymat, qui a témoigné que sa nièce a une prise en charge, mais à chaque fois quand sa tante amenait sa nièce au niveau de ce centre pour obtenir le sang, et on l'appelait au téléphone pour dire voilà, on nous a demandé de faire de payer 100 000 ou parfois 200 000, parfois même 250 000. Alors, de temps à autre, comme il était occupé, il n'avait pas le temps de venir accompagner sa tante pour soigner la fille. Il dit, ok, faites un retrait sur mon numéro, ils font un retrait et ils soignent. Alors, le dimanche surpassé, lui-même, comme il avait un temps libre, il est parti. Arrivé là-bas, il a présenté, d'abord à la maison, sa tante l'avait remis le papier, donc la prise en charge. Il dit, lorsque tu vas là-bas, c'est ce qu'il faut présenter. Mais la tante, elle payait l'argent sans se rendre compte. C'était 8500 par poche de sang qu'elle devrait payer. Wow. Alors, lui, quand il est venu, il s'est présenté, il a présenté sa prise en charge. Et la dame qui était là-bas l'avait dit, bon, ok, mais vous allez d'abord devoir patienter parce qu'il y a certaines personnes qui sont devant vous. Alors, mais il s'est rendu compte qu'il y a une sorte de mafia, parce qu'il y avait une sorte de 2 groupes de personnes qui étaient dans la salle. Et il y a le premier groupe qui avait la prise en charge comme lui, le deuxième groupe qui n'avait pas la prise en charge. Alors, dans ça, il a compris qu'il y a de l'argent qui fuitait. Donc, il y a des personnes qui sont venues après lui
ont eu les poches de sang parce que tout simplement, ces personnes-là ont donné de l'argent. Alors il a demandé qu'est-ce qui se passe. On l'a dit non, patientez. Ça c'était dans les bandes de 11h. De 11h à 14h, il patientait. Il dit, madame, je suis dans l'urgence. Mais je ne vois toujours pas la poche de sang, étant donné qu'il y a des personnes qui sont venues avant moi, et après moi plutôt. Et la dame a dit encore de patienter, il y a une sorte de rupture. Alors, quand vous avez la prise en charge, lorsque vous venez, avant d'abord de payer les 8500, vous présentez une seule personne pour rembourser ou s'il faut remplacer la poche de sang que vous avez prise. Vous voyez, et on l'a dit de présenter cette personne. Et il a répondu qu'il n'a vraiment pas cette personne parce que lui, la prise en charge, et dans la prise en charge, tout est inclus dedans. Vous voyez? Mais Boubacar, excusez-moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Vous parlez de 8 000 francs guinéens ou bien de 80 000 ou bien de 800 000? Parce que c'est une première nouvelle quand vous me dites de 8 000 francs guinéens. Vous savez la valeur de la monnaie guinéenne, 8 000 francs? En fait, Dr Abba, le directeur du centre, m'a dit que son centre pouvait même offrir gratuitement cette poche de sang à la population, à toute personne désireuse. Mais les 8500 là pour les personnes qui ont la prise en charge, c'est juste pour l'entretien du sang. Vous savez, ce centre a pour rôle la collecte et le traitement, puis la distribution du sang. Donc cette somme de 8500 représente juste pour le traitement du sang. Et les 13 500 aussi pour les autres personnes. Alors, mais puisque de temps à autre il y a une rupture, donc il faut faire payer un peu les gens pour pouvoir faire fonctionner le centre. Donc c'est 8500, cette information m'a été confirmée par Dr Abba qui est le directeur de ce centre. Bien. Alors quand vous dites que les citoyens se plaignent énormément sur place, c'est quoi le souci? C'est parce que quand vous vous rendez sur place, on vous demande de payer 500 000, 250 000, 100 000. Voilà. C'est où se trouve le problème exactement? Là, exactement. C'est une corruption qui ne dit pas son nom ou bien c'est parce que tout simplement il y a manque de poche de sang? Alors, j'ai parlé tout à l'heure un peu de la complicité avec certains médecins qui sont surtout dans les hôpitaux publics. Là-bas, quand vous partez par exemple à Donka ou à Ignasdine et qu'on atteste vraiment que votre patient ou patiente a besoin de sang, et vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Il suffit juste d'avoir 200 000 dans votre poche. C'est le médecin qui vous dit, bon, alors si vous partez au centre, certainement vous allez trop durer là-bas, mais moi j'ai des relations, donnez-moi l'argent, c'est 200 000 ou 250 000, ça dépend de son humeur ou de l'affaire qu'il a à faire avec... c'est lui qui est au niveau du laboratoire du CNTS. Il dit, vous payez cette somme-là et moi j'appelle quelqu'un, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. En fait, on est en train de vous caresser, de vous convaincre. Il devient un démarcheur. Voilà. Et ce dernier, il appelle au niveau du laboratoire et on fait la livraison gratuitement et tranquillement. Vous payez l'argent et entre eux là-bas, ils se partagent l'argent. Quand j'ai pris langue avec le docteur, je l'avais expliqué qu'il y a des plaintes comme ça qui arrivent. Il m'a dit qu'il ne nie pas carrément que ce genre de pratique existe dans son centre. Il ne nie pas. Et seulement lui, à sa présence, que ce genre de pratique ne se pose pas. C'est toujours le même discours des responsables. Voilà, dès qu'il tourne le dos, il sait que les conditions peut-être dans lesquelles les gens travaillent ici, il sait que les gens, certaines personnes sont un peu, en fait, entre guillemets, malhonnêtes et tout. Mais néanmoins, il dit qu'il va tenter de mener lui aussi son investigation pour prendre des sanctions contre ces personnes qui se livrent à ce genre de pratique. Sauf que ces plaintes n'ont pas commencé aujourd'hui, depuis des années, mais on n'a jamais trouvé une issue favorable, on n'a jamais sanctionné quelqu'un qui est accusé de corruption dans le cas de la vente des poches de sang quand même. Non, pas de sanctions. Si d'ailleurs le directeur dit qu'il n'est pas au courant, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre des sanctions ou il ne va pas se hasarder à le faire maintenant. Maintenant, ce qui occasionne un peu la lenteur et la rupture au niveau de ce centre, pour la lenteur, c'est que c'est quand vous voyez les personnes qui travaillent au niveau du laboratoire, parce que tout se passe là-bas, et la demande elle est beaucoup plus forte par rapport à l'offre. Vous voyez, dans ce centre, par jour, c'est plusieurs personnes, une dizaine, voire une trentaine de personnes qui fréquentent pour obtenir ces poches de sang. Et il n'y a que 2 personnes, à la rigueur 3 personnes qui sont au niveau du laboratoire pour procéder au prélèvement et au traitement du sang et des personnes qu'on envoie. Vous voyez, donc il faudrait passer peut-être à augmenter, n'est-ce pas, les personnes qui sont au niveau du laboratoire, parce que 2 ou 3 personnes ne peuvent pas au moins servir toute une population de Conakry. Vous voyez, Conakry, Dibrika, tout le monde se ravitaille au niveau de ce centre. Ça, c'est au niveau de la lenteur. Pour ce qui est de la rupture, il vous souviendra, peut-être même vous êtes passé par là quand vous étiez au lycée ou à l'université, il y avait des campagnes de collecte de fonds. De sang. On partait dans les universités, dans les lycées. Voilà, quand ces gens-là, quand l'équipe CNTS partait là-bas,
ils avaient quelques manger, au moins il y avait une sandwich, vous bénéficiez d'une sandwich, d'un jus pour au moins remplacer le peu de sang que vous avez donné. Alors ces derniers temps, encore je me suis rendu compte que dans mon dossier d'enquête, bien entendu, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que il n'y a presque pas de campagne de collecte. Selon vous, vous avez posé cette question au directeur, il vous a dit quoi? Le directeur m'a dit d'abord, lui, il a renvoyé la responsabilité au niveau même des cadres de l'État. Il dit qu'avant même d'aller à une campagne de collecte de sang dans les différentes universités et dans les différents lycées du pays, il faut d'abord interpeller le personnel de l'administration publique. Il a cité un exemple sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, que ce sont des pays qui donnent l'exemple. C'est même le président parfois qui lance le bal et voir ses ministres et certains cadres pour faire un peu, pour donner le courage aux autres. Il dit chez nous en Guinée, c'est seulement les différentes campagnes que eux ils organisent de temps à autre. Maintenant, il y a certaines personnes qui étaient vraiment courageuses, qui partaient là-bas pour faire ce don gratuitement, au-delà même des campagnes qu'on organisait. Mais quand les personnes arrivent, je vous dis, les sandwichs et les jus qu'on donnait, il y en a plus. À la place de ça, à un moment donné, on donnait 5 000 francs, parfois 10 000, pour le prix de transport pour les personnes qui partaient au niveau de ce centre volontairement. Donc, mais récemment encore, on ne donne absolument rien. Il y a un dysfonctionnement au niveau de ce centre. Si, je peux comprendre que les responsables, notamment le président, le Premier ministre, les membres du gouvernement, des directeurs, donnent l'exemple, montrent l'exemple, mais c'est pas une excuse de ne pas aller faire des campagnes de collecte de sang quand même. Justement, ils le font de temps à autre. Seulement, il m'a aussi souligné que ça demande des moyens. Mais vous savez, quand ils partent... Ils n'ont pas de budget de fonctionnement. Certes, ils ont un budget de fonctionnement, bien entendu. C'est ça aussi le problème. Moi, je ne veux pas accuser le Centre national de transfusion sanguine, mais je pense que partout où il y a des centres, des hôpitaux, des directions, il y a un budget de fonctionnement. L'argent là est destiné à quoi? On ne peut pas me dire que c'est pour acheter des imprimantes, pour acheter des bics, des stylos, je ne sais même pas ou quoi. Il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas d'argument. Il peut bien y avoir un argument, c'est la réalité de la situation dans ces dernières années. C'est l'orientation, ce n'est pas qu'il n'existe pas de budget de fonctionnement, c'est l'orientation des budgets par le département. Le centre, moi j'ai eu la chance de discuter avec un responsable du centre de transfusion sanguine et du centre de prise en charge des personnes atteintes du VIH. Il y a cette question de disponibilité des fonds. Vous élaborez un budget que vous soumettez au ministère, ce budget est voté, mais après, le budget n'est pas orienté vers vous. Regardez un peu ce déséquilibre qui a existé dans l'octroi des fonds entre ceux qui combattaient Ebola et coronavirus et les autres maladies. Vous vérifiez auprès de ces organes-là, ils n'ont plus d'argent. Parce que ce n'était plus la priorité du gouvernement à l'époque. Ces 4 dernières années, la priorité a été les épidémies auxquelles on a fait face. Comme si les autres ne devaient prendre congé le temps que l'on finisse de combattre ces épidémies. Vous ne pouvez pas me dire, Alphonse, que pendant des années, 4 ans ou 1 an, sans qu'on octroie un budget pour ces directions, pour ces départements. Je vous promets que ce sont des excuses. Ces services, non, ce sont des arguments qui ne sont pas fondés. Ce n'est pas Moi, des je ne excuses. peux pas comprendre dans une direction ou bien dans un centre, on passe 2 ans, 4 ans, 5 ans, sans qu'il y ait un budget de fonctionnement. Non, je ne suis pas d'accord. Souvent, l'argent, là, les gens détournent l'argent, ils construisent des immeubles, ils pensent que le peuple est maudit. Vous partez dans ces centres-là, je ne parle pas de ce centre. De façon générale, dans les directions, l'argent, le budget de fonctionnement, on vous parle de l'achat des imprimantes, de l'achat des meubles ou autres, mais vous allez retrouver dans un département, dans une direction où ils ne changent pas de meubles, mais pourtant l'argent est décaissé. Et après tout, ils cherchent des justificatifs en fin d'année. C'est ça aussi le problème. En fait, moi je vous ai dit, excusez-moi Alphonse, ce qui occasionne beaucoup plus la rupture, je vous dis, même les personnes qui partaient volontairement donner le sang, c'est-à-dire des gens qui vont en ville, qui ont des programmes vers là-bas, et ils disent, bon, je vais faire escale dans ce centre pour donner mon sang et continuer mon programme. Et maintenant, cette sandwich-là, ce jus ou bien ce prix de transport, on ne donne plus. Vous allez vous dire, bon, écoutez, moi je donnais ça et par après, et au retour, je ne gagne absolument rien. Ça, c'est un. Deuxièmement, même ces personnes, parce que quand vous êtes habitué à donner jusqu'à ce qu'on vous a enregistré dans ce centre, quand vous venez pour obtenir une poche de sang pour votre patient, vous avez une certaine faveur, vous voyez. Mais il se trouve que
Même vous partez là-bas, ce privilège, il est foulé au sol. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que les personnes ne partent plus maintenant donner du sang. Et même quand ils ils organisent des campagnes au niveau des universités et au niveau des lycées, c'est que s'ils ne donnent absolument rien aux personnes, il y a un risque parce que quand quelqu'un donne du sang, il doit au moins mettre quelque chose dans son ventre pour remplacer. Vous voyez? Donc, si avant, il partait dans les universités, par exemple, quand vous prenez son Phonia, et pour une seule journée, ils pouvaient collecter 100 poches de sang. Maintenant, au minimum. Maintenant, avec les conditions dans lesquelles ils font les campagnes, ils ne récoltent que 50 poches de sang. Vous voyez? Donc, ce qui fait que le centre est décrié par plusieurs personnes. Voilà. Et sincèrement, il va falloir que le ministère de la Santé bouge un peu pour, si ce sont des moyens qui manquent, qu'on débloque des montants pour ce centre, d'autant plus que c'est un centre primordial aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez souvent ces derniers temps sur les réseaux sociaux des personnes qui lancent un SOS, qui demandent de sang. C'est regrettable quand même. C'est le béaba. Avant tout, la santé, c'est avant tout. Avant de parler de notre département ou bien de notre secteur, c'est la santé avant tout. Ça devrait être normalement la priorité. Alphonse, pour terminer, oui. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, Alphonse. D'ailleurs, ce qui fait vivre ce centre jusqu'à maintenant, là, c'est parce que, vous avez souligné, il y a des ONG qui font des collectes de sang et qui déposent ça au niveau de centre. N'était été seulement les campagnes organisées par ce centre, je pense qu'il aurait dû disparaître. Hein. C'est dommage quand même. Et c'est bien là qu'il faut... Choquant même. C'est bien là qu'il faut appuyer, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de la problématique du sang, mais on ne parle... Bon, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas trop à l'administration publique qu'on ne comprend pas ces difficultés. Ce centre, le Centre national de transfusion sanguine, a eu de sérieux problèmes de budget. Parce que la priorité du ministère de la Santé, une fois encore, était les épidémies. Et plusieurs autres, parce qu'il y avait des cellules mises en place pour certaines maladies bien précises, cellules nationales de lutte contre le palu, contre d'autres maladies. Ces cellules-là se sont vues, c'est vrai, parce que l'État avait besoin d'argent pour lutter contre les épidémies. Et aujourd'hui, le centre, allez-y dans le centre, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est des situations assez claires. Non, Alphonse, il y a toujours un budget alloué à ces départements-là, ces centres-là. Mais quand je vous dis que... Ça n'a rien à voir avec l'épidémie. C'est bien là que vous ne comprenez pas l'administration publique en Guinée. Parce qu'il y a un budget, par exemple, qu'on t'octroie pour t'habiller. Mais on se rend compte que il y a un besoin par là, on te prive de cet habillement-là pour répondre à ce besoin. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Et c'est bien ce qui se passe dans le directeur ne l'a pas exprimé. Si c'est le cas, il revient au directeur de dénoncer cela, dire que oui, il y a un budget qui est alloué à ce service-là, mais je ne le reçois pas. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'argent peut-être qui est alloué est très mal utilisé ou que on le détourne pour l'envoyer ailleurs. Sauf que il y a un budget normalement, c'est le secteur de la santé. C'est basique. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, prenez une direction simple qui est l'exemple le plus absolu dans tous les départements ministériels. Bureau de stratégie et de développement dans tous les départements ministériels. Posez-leur la question, combien ils reçoivent? Combien est prévu dans le budget? Combien ils reçoivent? Dans cette direction-là, les directeurs ne peuvent pas souvent se permettre de dénoncer. Parce que les chefs hiérarchiques ont parfois moins de pression sur eux. Ils ne peuvent pas dénoncer. Mais c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est pourquoi je l'ai dit. Il faut être dans le bain beaucoup de temps pour comprendre mieux. Ces départements-là, ils fonctionnaient normalement quand ils recevaient les budgets. Aujourd'hui, ils vivent que fils Abillaï. Ils vivent que fils Abillaï. Parole d'Alphonse. Oui, Amadou, rapidement. Moi j'y étais il y a moins d'une année. J'ai fait 2 fois des dons de sang. Ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que le sang, il n'y a qu'une usine qui fabrique le sang. Et le sang qu'on donne au bout de 47 jours, ça ne sert plus à grand chose. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des campagnes pour que les gens donnent le sang. Selon l'OMS, il faudrait qu'il y ait une population de 1000 habitants. Il faudrait qu'il y ait 10 personnes qui donnent le sang. En Guinée, nous sommes aux alentours de 5,4. Donc ça veut dire 5,4 de quoi? Sur 1000, la population guinéenne qui donne le sang. Récemment, le directeur a affirmé que sur 100 personnes ici en Guinée, volontairement, il n'y a que 12 personnes qui donnent volontairement le sang. Donc comme pour dire que c'est quand même minime aussi. Pas du tout. C'est pas régulier. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que la plupart des gens confondent le don volontaire et le don obligatoire. Le don volontaire, c'est une personne qui décide qui va dans ce centre. Et moi, personnellement, quand j'y étais, le centre, les 2 fois que je me suis rendu, j'ai reçu ma prime de transport
qui est subventionné par une entité pour encourager les gens. J'ai reçu toujours des jus, même quand tu n'avais pas dit il faut l'envoyer, c'est comme ça. Donc le sang, il est gratuit à la base pour celui qui donne. Maintenant, c'est par rapport aux examens, ceux qui achètent. Je vois sur la toile, quand on fait les campagnes de sensibilisation, les gens disent mais moi je ne vais pas donner parce qu'on revend mon sang. Moi je préfère que quelqu'un vive parce qu'il a acheté un sang, que quelqu'un meure pour n'avoir pas eu du sang. Je pense qu'il faudrait que chacun, on sait que lui concerne. Moi j'ai eu à m'entretenir avec le directeur qui m'a dit, il dit mais au niveau des médias, quand il y a des morts, vous nous attaquez, c'est bien. Mais combien parmi vous venez donner des sangs chez nous ici? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Félix. Le sang, quand même, il faut le dire, c'est quelque chose de précieux. Et donc, on pouvait avoir des difficultés ou des carences dans d'autres domaines, dans d'autres départements. Mais à dire qu'il y a un problème de sang en Guinée, ça devient un peu compliqué parce que ça devient un peu... Imaginez quelqu'un qui fait un accident. Même s'il faut payer des gens pour qu'ils vous donnent de ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est petit pour un État. Il faut le faire. Quand même. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne volontairement quand même. Un accident qui a besoin tout de suite de transfusion sanguine. Comment il va faire? Vous êtes obligé de faire un SOS pour trouver d'abord quelqu'un qui va donner le sang, examiner, voilà, pour voir est-ce que c'est un sang pur, pour pouvoir maintenant non, mais pour la précision, c'est que pour la précision, Félix, au fait, le sang, on le donne aux patients. Le sang, par exemple, quand on demande à envoyer deux proches pour donner le sang, ce n'est pas le sang là qu'on donne directement aux patients, c'est pour permettre de débloquer le sang dans la banque qu'ils disposent. Donc, quand tes parents sont là comme coachés. Il y a des cas où il n'y a même pas de sang à la banque. On ne donne pas le sang directement non plus. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que si vous avez un problème comme moi, ils vont prendre mon sang et vous donner. Directement, et te donner. Non, il y a un processus à suivre. Il y a une procédure à suivre. Donc, il faut vraiment que l'État revoie cette situation. En conclusion, rapidement, avant de partir avec les auditeurs, Chiplou. Tout à l'heure, Félix a dit que c'était un élément précieux. C'est vraiment un élément incontournable par rapport à la santé, voire même par rapport même parlant du survie même de la personne et tout. Parce que comment comprendre qu'il y a un manque de sang par rapport, bien sûr, dans ces centres, un centre qui est dédié à cela. Il y a des maladies, par exemple, ici en Guinée ou dans le monde même, où tu as forcément besoin de sang. Quand on prend les drépanocytaires, par exemple, ils ont fréquemment besoin de sang. Récemment, on a vu Dr Drain, par exemple, qui lui-même lançait des alertes par rapport à ça, parce que lui, il gère un centre où il ne reçoit que les drépanocytaires. Donc vraiment, moi, je pense que l'État doit se bouger dans ce sens-là. Les budgets, il existe. Si le directeur pense qu'il ne reçoit pas son budget, quitte à lui de se lever et de dénoncer pour que les gens sachent qu'il ne reçoit pas son argent. Si nous, il y a un manque de sang, c'est lui qu'on va pointer dehors en premier lieu. Quand même, s'il n'y a pas de don volontaire, mais qu'il aille au niveau des universités avec des moyens, histoire de donner de l'argent à ces personnes pour obtenir du sang, à mon avis. Cette sortie-là, il faut de l'argent. Mais pourquoi ne pas dénoncer? Il y a un autre intérêt à donner du sang. Non, rapidement, c'est fini, je finis sur ça. Pourquoi il faut donner du sang? Ça vous permet de connaître vos statuts sérologiques pour savoir si vous n'avez pas de nouvelles maladies. Parce que quand on vous prélève du sang, on l'examine, vous recevez les résultats. Donc c'est surtout un moyen aussi pour chaque Guinéen à 3 mois de connaître son statut. Faites des dons de sang. On peut donner le sang chaque 3 mois. Ce qu'il faut rappeler, le corps humain a besoin de 5 litres de sang. En fait, à un certain niveau, quand vous atteignez, au fait, les chuches la meurent. Donc donner du sang, en plus, moi personnellement, chaque fois que tu le donnes, je ne sais pas, mais ça te permet d'être plus en bonne santé, ça ne change rien. Chaque fois que j'ai donné, je suis même revenu travailler. Donner du sang, ça sauve des vies et c'est ça l'essentiel. Donner du sang, c'est sauver des vies. En tout cas, vivement une campagne de sensibilisation pour pousser les gens à aller donner du sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine de Donka. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a des multiples plaintes de ces citoyens, manque de sang, il y a des ruptures. Boubacar a essayé de nous expliquer. Merci beaucoup Boubacar et à très bientôt. Merci Tcherno Madjoué. On va aller avec les auditeurs qui patientent. C'est le temps des auditeurs sur Radio Espace TV. Les informés. Les informés. Débat des auditeurs. On va commencer par les réactions sur Twitter, ces images qui relèvent le niveau grave de la dégradation de l'environnement à cause de l'exploitation artisanale de l'or à Gawal. Un sujet intéressant, c'est Fodé Baldé qui réagit sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Une autre réaction de Alpha Bassarta. Bonsoir toute l'équipe. Pour éviter la dégradation de l'environnement à Gawal, l'État doit réglementer l'exploitation. Tcherno Madjou, nous sommes au mois de décembre. C'est comme l'affaire Alpha Bassarta depuis Libéria. L'affaire est l'affaire. Mohamed Esba, bonsoir Madjou à toute l'équipe des informés. Vraiment, c'est déplorable la manière dont les choses se déroulent à Gawal actuellement. Il faudrait que les autorités prennent des dispositions pour le cas de cette localité. C'est vraiment important. Mohamed Esba, Saïdou Yaouki
Fabari, bonsoir les élites de l'info. Moi c'est Saïdou depuis Kindia. C'est grâce à Abdoulaye Ba qu'on a connu que CBK payait ce montant chaque année à la mairie. Une poche de sang coûte 250 000 à l'hôpital de Kindia. Bonsoir Majou, l'exploitation abusive de l'or. L'État doit pouvoir contrôler le marché de l'or. Gawal est devenu un champ de ruines. Les conséquences récentes jusqu'à l'abbé Maki de Dar es Salaam qui réagit. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir et bonne arrivée. Alors, bonsoir M. Kernomadi, vous allez bien mon très cher ami? Ça va, bonne arrivée Mamadou Fabari de Madina. Oui, exactement. Je vous souhaite un excellent début de semaine et avec tous vos invités, vos chroniqueurs extraordinaires. Monsieur Kernomadio, je voudrais dire il faudrait que le gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya fasse très attention sur ce qui se passe à Gawal. Je crois qu'ils doivent faire attention pour déguerpir tout le monde là-bas. Vous savez, des fois, en dirigeant un pays, il faut avoir un peu de la poigne. C'est-à-dire, il faut évacuer tout ce beau monde-là d'abord et essayer de réglementer ce secteur-là. Parce que j'ai écouté le jeune que vous avez invité. Il a un niveau académique appréciable. Il faudrait que les autorités prennent rapidement le ministre des Mines là. Parce que sinon, cette zone-là risque d'être dévastée. Hein. J'ai vu ça à la radio et même dans vos images là. C'est vraiment terrible. Il faudrait faire beaucoup attention. Parce que j'ai vu cet éboulement qui s'est fait là-bas. Il ne s'est pas si tout demain. Il y a plus de 3 morts. Moi, je pense que ce n'est pas interdit de faire l'exploitation de l'or, mais il doit le faire dans les règles de l'art. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est la destruction de l'environnement. Et ce n'est pas lié là-bas seulement. En Haute-Guinée aussi, c'est pareil. Je pense que les autorités doivent faire beaucoup attention. En ce qui concerne rapidement, M. Kernomadio, les postes de sang là. Vous savez, M. Kernomadio, nos médecins là, ils sont devenus des commerçants. Et pour cela, maintenant, les gens ne font plus de don de sang. Hein. M. Kernomadio, que Dieu vous engage. Je ne souhaite même pas qu'un de vos parents ou vous-même vous tombez malade et qu'on vous demande de sang. Quand vous allez là-bas, M. Kernomadio, ils diront qu'il n'y a pas de sang. Alors que chaque fois, quand vous faites de don de sang, je ne sais pas où ils amènent de sang là, ils vendent ça à leurs parents, à leurs proches. Il n'y a aucune réglementation dans ces hôpitaux-là. Ce pays-là est malade partout. Partout, vous voyez, c'est la maladie. Le pays-là est gangréné, M. Kernomadio. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Merci beaucoup, Mamadou Fabari. Depuis Madina, portez-vous bien. Bonsoir. Et on continue avec vos réactions sur Twitter. Restez informés. Bonsoir. Madjou Gawala, l'instar de toutes les zones minières, est une zone abandonnée par l'État. L'État doit être devant et non derrière. Lambak qui réagit sur Twitter. Une autre réaction avant de prendre un appel. Salut la radio 2.0. Salut Madjou à toute l'équipe des informés de cet après-midi. En fait, ce qui se passe à Gawal est déplorable, voire même inacceptable. Donc, je demande au CNRD de faire tout pour réglementer cette exploitation car l'heure est grave de ce côté. Habib Ore Kubiso qui réagit sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir et bonne arrivée. Il est 16h28 à Dongoltouma, même heure dans mon village natal à Niagara. Bonsoir Tcherno. C'est devenu votre mot de passe à Djulde de Koloma en direct de Madina. Bonne arrivée. Merci. Si tu vois tout ça là Tcherno, c'est ta responsabilité. Tu as assumé. Moi aussi, je vais assumer mon responsabilité envers toi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça, ce sont des amis fanatiques voilà, qui aiment Tcherno. Merci beaucoup, c'est un plaisir. En tout cas, on est ensemble. Merci. Comme vient de dire tout de suite, vous tous, avec mon grand frère Mamadou Alpha-Bari, en tant que citoyen guinéen, c'est interpelle colonel Doumbouya d'agir immédiatement pour sauver la vie des gens qui sont à Gawal. Parce que comme c'est entendu, là où se trouve une personne, maintenant il y a plus de 8 personnes qui sont venues trouver une personne, là ça complète 9 personnes. Moi je pense que ce n'est pas normal. Les gens qui doivent vivre là-bas, on doit regarder combien de personnes qui peuvent rester là-bas. Le reste là, on va les délocaliser là-bas. Parce que ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes là-bas maintenant là. Comme vient de dire tout dernièrement, il y a eu 3 morts, mais c'est les gens qui sont trouvés, les gens qui sont dans le trou, on ne comprend pas il y a combien qui sont là-dedans. Ouais. Mais 3 corps qu'on a retrouvés, on ne peut pas dire que c'est seulement 3 qui sont décédés. Moi, c'est demande le gouvernement de prendre sa responsabilité pour sauver les citoyens guinéens qui sont là-bas. Parce qu'avant tout, d'abord, le vie compte. Hein? Si tu vois que si tu entends que tu es un ministre, tu es en vie, si tu es décédé, personne ne parle pas de toi après. Par rapport à votre problème de salle là, moi j'ai vécu ça à Donka. Mon enfant est là d'ici, je l'ai envoyé là-bas. Ils ont pris un poste avec moi, ils ont pris un poste avec ma femme, on m'a donné un poste. Maintenant, le médecin encore a demandé un autre sang. C'est allé passer ces vies, des frigos là-bas qui remplissent
C'est venir demander aux gens qui sont pris notre salle là, de m'aider pour avoir un poste. Impossible. Moi, je pense que ça, tout ça, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités pour dire quiconque donne le sang, si tu viens encore, tu veux le sang, on va te donner. Mais tu viens, on te demande même 500 000, des fois 1 million même pour avoir un poste. Moi, je pense que ce n'est pas normal dans notre pays. On doit tout censer ici. Merci, Chairman. Merci beaucoup, Julde de Colombo, en direct de Madina. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Espace TV du côté de Madina, le poumon économique de Conakry. Saikou Oumar Bolé, bonsoir Madiou. Je pense que c'est difficile, voire même impossible d'interdire l'exploitation de l'or, mais nous pouvons réglementer le secteur pour mieux en bénéficier la préfecture, ses habitants, mais aussi l'État guinéen et éviter la dégradation rapide de l'environnement. Saikou Oumar Bolé qui réagit sur Twitter. On va prendre notre appel. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir M. Charles. Votre nom, vous nous appelez d'où et on vous écoute. C'est concevoir l'enfant de Dingré, Hamdallah. Moi, je pense que par rapport à ce qui se passe à Gawal, le gouvernement doit prendre son responsabilité parce que comme ça, là, vraiment, c'est très dangereux avec chaque fois on entend maintenant les morts. Donc, il doit prendre son responsabilité. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne soirée. Lui, c'est Alia Konsoba, l'enfant de Dingira. Une autre réaction sur Twitter. Bonsoir, Madiou, à toute l'équipe. Ce qui se passe à Gawal est catastrophique. On dirait une zone de guerre. Il exploite et ignore les conséquences désastreuses que cette exploitation non réglementée peut entraîner. Dommage. Mamadou Salih Bachir qui réagit sur Twitter. Un autre appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir et bonne arrivée. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom, vous nous appelez d'où? Abderrahim Diallo qui vous appelle depuis Bambeto. Le gouverneur, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'abord, je déplore beaucoup ce qui s'est passé à Gawal et je demande à l'État guinéen de prendre leurs responsabilités et surtout de réglementer cela parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes de ce côté, mais l'État ne doit pas vraiment être sous silence. Donc, il doit tout simplement s'impliquer là-dessus pour enfin vraiment essayer vraiment de voir comment résoudre ce problème-là. Parce que ça ne peut que s'augmenter de jour en jour. Et le problème est que le maire, de temps en temps, il refuse vraiment de répondre aux questions des journalistes. Donc, parce qu'il paye au moment-là, les journalistes, certains journalistes vraiment ont voulu vraiment lui faire une interview, mais il a catégoriquement refusé. Donc, il cherche toujours à donner des arguments, mais normalement, il devrait tout simplement s'expliquer pour enfin nous informer des vrais problèmes qui règnent actuellement au niveau de cette grande préfecture. C'est important quand même, d'autant plus que nous on l'avait programmé, il était ok, mais à la dernière minute il a décliné. Donc de toute façon on ne va pas l'en vouloir pour ça. Certainement il a des obligations. Merci beaucoup Abdrahim Diallo depuis Bambeto. Portez-vous bien, bonne soirée. Toujours vos réactions sur Twitter. Bonsoir Madiou, le gouvernement doit prendre des mesures drastiques contre certains dirigeants de Gawal, car on ne peut pas prendre les revenus de cette localité pendant qu'il y a ni école, ni hôpitaux et ni développement durable pour en faire des choses personnelles. Bari Abdoulaye Fougoumba depuis Morovia qui réagit sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Un autre appel avant de revenir avec vos réactions. Bonsoir et bonne arrivée. Alors, bonsoir. Il va falloir appeler une autre réaction. On enchaîne avec d'autres réactions. Bonsoir Madiou. Aujourd'hui, Gawal est exposé à un danger. Donc, avec cette nouvelle ère que souffle actuellement dans notre pays, je pense que ça revient aux nouvelles autorités d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Tidiane Botegué depuis Douala au Cameroun. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Allô? Vous êtes en direct, votre nom? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? J'imagine que vous êtes dans la décirculation, donc c'est compliqué la liaison. On a quelques soucis avec la liaison. On va enchaîner avec d'autres réactions avant de revenir avec un appel à moi, qui est déjà un autre appel sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, les informés. Allô? Visiblement, on a quelques soucis avec la liaison téléphonique ce soir. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Vos appels c'est sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Il va falloir se quitter, d'autant plus que il est 16h passé de 35 minutes. Toute la minute orange, mais bien avant.
Je pense qu'on va prendre ce tout dernier auditeur qui patiente. On va lui donner une chance. Bonsoir et bonne arrivée. Allô? Allô, bonsoir. Allô? On va se quitter, il y a un problème. Le dieu de la com n'est pas avec nous ce soir. Merci beaucoup. Allez, tout de suite la Minute Orange. Mais bien avant, merci à ceux qui nous suivent au niveau de la télé. C'est grâce à Kadi Touré, alias Okra Kamara, Jean-Marie Dembadouno, Lamine Sidibé, Alassane Bari, Nalla Sidibé, sous les vigilants de Poutine Silla. Ici à la radio Abdul Gadri Drami. La Minute Orange, c'est tout de suite avec Chiplo. Bonsoir. Bonsoir, Madjou. Bien. On reviendra avec vous d'un moment à l'autre. Bonsoir à ceux qui nous suivent du côté de Wurekaba. C'est dans Mamoun dans cette émission, Les Informés sur Radio Espace. On se donne rendez-vous demain sur Espace TV. Portez-vous bien et bonne soirée. Surtout prudence dans la circulation. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.